Merci beaucoup. Alors, merci d'être si nombreux déjà aujourd'hui. Merci à vous d'être venus. Je vois qu'il y a effectivement une demande d'information qui est importante. Alors, je tiens à préciser que je suis entièrement bénévole. Voilà, les frais dont vous parliez, c'était des frais de tract et puis des frais de transport. Voilà, en ce qui concerne donc le déroulé de cette conférence, puisqu'on en a fait à peu près 45 maintenant, en Ariège et un petit peu autour. On était venu à Bruniquel il y a quelque temps, on est allé du côté de Tarbes, du côté de Carcassonne. Voilà, donc pour le moment, on met environ 2h30 pour faire un tour du sujet qui soit assez riche, dense, intense, oui, incluant les questions quand même. Alors, après, ça dépend. Il y a des gens parmi vous qui ont du temps et qui vont être passionnés par le sujet, etc. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont moins de temps et qui voudraient, en 1 heure pratiquement, avoir fait le tour du sujet et puis leur avoir eu l'occasion de poser leurs questions déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie où je vous présente certaines choses. D'ailleurs, je voudrais faire un petit sondage d'abord pour savoir un petit peu comment adapter le contenu de ce que je vais vous dire à votre degré de connaissance actuelle et à vos demandes. Ensuite, bien, on fera différentes phases, si vous voulez, où il y a des questions que vous pourrez poser donc, sur les sujets qui vous préoccupent. Voilà, donc on va entrecouper ces présentations de sujets comme ci, comme ça. Voilà. Alors, le principe général, c'est que ici à Montauban, ça fait un petit moment qu'on commence à poser, hein, chez vous quand même. J'aimerais savoir un peu où vous en êtes. Est-ce que vous avez, on va dire déjà, une bonne connaissance du sujet autour de ces compteurs? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, ces compteurs, vous savez que ce n'est pas des simples compteurs déjà? Est-ce que vous savez en détail que ce sont des choses, on va dire, qui peuvent potentiellement avoir quelques problèmes et lesquels? Ou bien, est-ce que, et donc à ce stade, est-ce que vous en êtes à savoir bon, comment on refuse et comment je fais si on m'envoie telle lettre, comment je fais si on m'appelle, etc., etc. Ou bien, est-ce que vous en êtes au stade où vous ne savez pas trop et vous devez découvrir un petit peu le sujet et ça vous ferait du bien qu'on fasse le tour et une présentation de différentes problématiques associées avec ces compteurs. Alors, je vais faire un petit sondage. Donc, s'il vous plaît, un peu comme à l'école, est-ce que vous pourriez lever le doigt pour les personnes qui souhaiteraient repartir, on va dire, du début, c'est-à-dire qui aimeraient avoir une présentation sur pourquoi ces compteurs peuvent être problématiques? D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent déjà les problématiques, qui sont convaincues et qui souhaiteraient plutôt savoir déjà tout de suite comment est-ce qu'on refuse en fonction de tel ou tel cas et comment résister au harcèlement, etc. Est-ce qu'on a le droit de refuser, des choses comme ça? D'accord, ça fait beaucoup de monde effectivement, ok. D'accord, donc c'est un peu partagé, mais vous avez des personnes qui sont déjà à ce stade-là aussi. Ok, alors écoutez, moi ce que je vous propose, c'est un tour d'horizon un petit peu rapide, voilà. Il y a beaucoup de choses autour de ces compteurs parce que ça n'est pas que des compteurs, c'est un symptôme d'un changement de société que l'on cherche à nous faire passer, en fait, quelque part à rendre la nouvelle norme. Et vous allez voir que ce n'est peut-être pas tout à fait une société dans laquelle il va faire bon vivre. En tout cas, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous alerter concernant ces compteurs, mais je voudrais aussi, quelque part, vous aider à faire des liens par rapport à comment en fait ces compteurs s'inscrivent dans un schéma global d'une évolution de la société vers le tout robotisé, le tout connecté, le tout surveillé et le tout irradié aussi, parce que malheureusement tout ça, ça s'accompagne d'une multiplication de technologies sans fil qui malheureusement ont un impact sur la santé. Alors on ne les sent pas tout de suite, au moins on ne les voit pas, on ne les entend pas les ondes, donc on a tendance à penser que ça n'est pas là, ou en tout cas c'est pas dangereux, et en fait beaucoup de choses nous prouvent le contraire. Et y compris ce qui se passe sur le terrain, puisque vous avez carrément, bon, dans le cadre du Linky par exemple, des gens qui sont chassés de chez eux, on en verra plusieurs exemples, et qu'il y a plus d'une centaine de personnes dont le témoignage, parfois poignant, a été envoyé à l'ANSES, justement, qui n'en a pas tenu compte dans son rapport, mais on y reviendra. La situation est loin d'être aussi rose que ce qu'on voit dans toutes les brochures de Enedis sur les compteurs Linky, entre autres. Voilà. Alors, très rapidement,
Il ne s'agit pas que de compteurs électriques, il s'agit de compteurs à eau et à gaz aussi, donc environ 80 millions de compteurs qui devraient être changés d'ici à peu près 2020, 21, 22, etc. Il s'agit donc de 35 millions de compteurs électriques, 35 millions de compteurs à eau et environ 11 millions de compteurs à gaz. Donc 80-81 millions de compteurs fonctionnels que l'on va en gros mettre à la poubelle, même si on nous dit qu'on les recycle. Tout ça au nom de quelque chose d'environnemental, on peut se poser quelques questions. Voilà, alors des exemples de ces compteurs. Compteur Linky à gauche, compteur électrique, compteur à gaz au milieu, compteur Gaspard. Un exemple de compteur à eau à droite, compteur de Veolia. Il existe d'autres modèles de compteurs. Celui, par exemple, est installé en Ariège, d'où je viens, n'est pas exactement le même. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, je pourrais vous montrer, par exemple, le compteur ariégeois, si on peut dire. Il y a différentes compagnies d'eau, donc il y a différents types de compteurs qui ont été développés. Ils ont toutes, pour les compteurs à gaz et les compteurs à eau, une bague. Voilà, une bague émettrice avec une batterie d'environ une quinzaine d'années. D'accord ? Donc, qui émet en plus des micro-ondes directement au compteur. Voilà, alors pour information, cette bague, en particulier pour les compteurs à eau, est démontable. D'accord ? Voilà, elle est démontable, certains l'ont déjà testé, certains l'ont déjà fait retirer officiellement en arguant de leur électrosensibilité. Voilà, personne intéressée, venir me voir. Alors, les compteurs à gaz, Gaspard par exemple, tout comme les compteurs à eau, on va voir, fonctionnent avec deux niveaux de micro-ondes, si on peut dire, 2 ou 3. Premier niveau, c'est le compteur lui-même qui émet. D'accord. Ensuite, vous avez des relais de rue. On va voir un petit peu ce que l'ANSES nous dit à ce sujet. Et puis, vous avez ces relais de rue, on va dire, qui vont aller, là on ne le voit pas sur le schéma, mais qui vont aller via des grandes antennes de téléphonie mobile, donc on va dire c'est le troisième niveau de micro-ondes, vers amener ces informations vers des centres de gestion, des data centers, qui sont aussi des centres de collecte d'informations qui se développent de plus en plus en France et partout dans le monde. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça représente déjà plus de 9% de la facture électrique française. D'accord ? C'est une sorte de grand fichier à la mode Stasi, mais beaucoup plus, on va dire, perfectionné, gigantesque, et qui permet de collecter énormément d'informations sur nous, ainsi que vos historiques de navigation sur Internet et plein de choses. Ça s'appelle le Big Data. D'accord ? On y reviendra tout à l'heure dans le développement de ce sujet. C'est l'idée de faire passer de longs filets dérivants sur l'ensemble de la population pour recueillir toutes les données de leur vie et ensuite pouvoir les monétiser. Tout ça, ça se stocke dans des grands serveurs qui sont rassemblés dans des data centers, on appelle ça comme ça, et qui bénéficient d'algorithmes très sophistiqués pour analyser ces données et les rendre utilisables, voilà, par des compagnies qui vont ensuite vous cibler par des publicités ciblées et autres. Voilà. Voilà, même chose pour l'eau, voilà, même système, d'accord, avec là aussi des impacts potentiels sur la santé, les personnes électrosensibles qui arrivent dans un quartier où les compteurs à eau ont été changés, le sentent par exemple, et souvent souffrent quand même si on démonte leur bague de leur compteur, ils sentent les bagues émettrices des compteurs des voisins. Voilà, alors ça c'est l'ANSES, qui dans son rapport de juin 2017 évoque donc différentes choses, différentes fréquences par exemple, pour les compteurs Gaspard, 169 MHz, voilà. Alors les concentrateurs des compteurs Gaspard seraient installés sur les toits des immeubles, d'ailleurs donc il y a des endroits où pendant les phases de test on voyait des appels un petit peu à volontaires, un immeuble volontaire pour accueillir ces concentrateurs, ces petites antennes relais, quoi, si vous voulez. Hein. Voilà. Rappelons qu'à chaque fois, c'est contre monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. Et puis, les compteurs à eau, ben, c'est la même chose. Oui, ça va être une fréquence un peu plus basse, ce qui veut dire qu'elle a enfin, une fréquence un peu différente, si vous voulez, 868, 870 MHz. Donc, elle aura une portée plus courte. Ça veut dire qu'il va falloir rajouter encore un peu plus d'émetteurs et de relais dans les rues pour faire suivre les relais d'eau. Voilà, alors ça s'ajoute, pour que vous ayez une idée de l'ensemble de ce qui est en train de se préparer, ça s'ajoute à toutes les mini-antennes 5G de 5e génération. Vous avez peut-être commencé à entendre parler, en tout cas vous avez peut-être eu des informations sur le sujet déjà, qui sont des antennes qui sont a priori installables dans des abribus, sur des réverbères et sur des feux de circulation qui sont en cours de déploiement dans des endroits comme la Californie par exemple et qui ont déjà été testés en France, à Annecy, à Montreuil et qui commencent à l'être en Corse, etc. etc. Voilà. Donc l'avenir, si on laisse faire,
c'est un avenir d'irradiation permanente, soyons clairs. Hein. Le métro toulousain s'enorgueillit maintenant d'une 4G dans le métro, c'est la première en France, et ils sont fiers d'avoir seulement 6 volts, d'accord, 6 volts par mètre dans le métro, pour vous dire que, voilà, hein, sachant qu'il y a beaucoup de spécialistes qui recommandent pas plus de 0,6 volts par mètre maximum, 0,2 pour la nuit, d'accord, donc vous imaginez 6 volts par mètre, on est en dessous des normes, mais ça reste évidemment très élevé puisque les normes ne sont pas protectrices. Voilà, le compteur Linky ne fonctionne pas tout à fait pareil. Donc vous avez deux parties, c'est-à-dire que vous avez la partie filaire, c'est-à-dire ici, entre le compteur Linky et le logement, le compteur Linky et un concentrateur qui est associé en fait à une grappe de compteur Linky, d'accord, qui correspond à 50 à 100 Linky par exemple, et vous avez ce concentrateur qui va dialoguer en fait en permanence, c'est ce qu'on a découvert, pas juste pour nos relevés, mais il va dialoguer en permanence avec les compteurs de la grappe, et les compteurs de la grappe vont lui répondre successivement les uns après les autres, sauf que c'est un petit peu comme si en envoyant un mail, on faisait répondre à tous à chaque fois en fait. Donc le compteur qui répond au concentrateur qui lui demande en gros est-ce que tout va bien, etc. Le concentrateur en fait envoie un peu partout et le Linky qui répond envoie en fait aussi un peu partout. Donc ça pollue l'ensemble, si on peut dire, de la grappe de compteurs associés à un même concentrateur. Donc vous avez des signaux forts, si vous avez un compteur Linky chez vous, ou si vous avez plein de voisins très proches qui en ont, ou si vous êtes à côté du concentrateur. Et vous avez des signaux plus faibles qui proviennent des Linky un peu plus éloignés, par exemple, et qui répondent au concentrateur. D'accord? Donc ça, c'est très important, parce que en fait, on se dit, ben oui, mais si c'est filaire, il n'y a pas de rayonnement. Au départ, c'est ce qu'on nous disait, hein, c'est filaire, il n'y a pas d'onde. D'accord? Mais le problème, c'est que les rayonnements électromagnétiques, ce n'est pas que les ondes, c'est les ondes et les champs. Alors pour résumer, en gros, les ondes voyagent dans l'air, d'accord, et les champs, ça crée une zone d'influence autour, par exemple, d'un appareil électrique, autour d'un câble, etc. Ce qui fait que là, c'est quand on est proche de cette zone qu'on peut avoir un problème. Le souci, c'est que nos câbles électriques, ben, on en est souvent très proche dans la maison. Ils passent dans nos murs, ils passent dans nos câbles, dans nos plafonds, nos appareils électriques, ne serait-ce que la lampe de chevet, on est quand même très souvent proche pendant de longues périodes. Et du coup, ben, si elle rayonne ou si nos câbles rayonnent, ben, on va en subir les conséquences. Donc, ce fameux champ, entre guillemets, il est d'autant plus fort qu'il y a certaines fréquences qui passent dans les câbles. Et en gros, plus ces fréquences sont élevées, plus ça va rayonner. Alors le souci, c'est que nos câbles ne sont pas faits pour, en gros, plus de 1 kHz, c'est-à-dire 1000 Hz. C'est déjà beaucoup. Vous savez que le 50 Hz crée déjà un champ électrique et un champ magnétique autour de ces câbles. Mais en rajoutant le courant porteur en ligne, le CPL, qui est le système de communication utilisé par les Linky, en fait, on fait courir dans nos câbles des fréquences supplémentaires qui ne sont pas que le 50 Hz classique, dont vous voyez la sinusoïde, on va dire, habituelle, mais qui sont des fréquences pulsées, d'accord, donc par des sortes de petites trames qui arrivent de façon intermittente et qui utilisent le 50 Hz un petit peu comme une porteuse, on dit, pour émettre ces signaux qui sont porteurs d'informations. Donc, pour Enedis, le but du jeu, ce n'est pas, et on va le voir, pas du tout uniquement de récupérer nos relevés. Si le CPL passe au-delà du compteur, c'est parce qu'il y a un projet, notamment un projet industriel et commercial derrière, de suivi et de pilotage de nos appareils électriques. D'accord? Donc on va y revenir. Ça n'est pas du tout un hasard. Ils auraient pu mettre des filtres. D'ailleurs, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, l'avait évoqué dès 2011. Donc ça aurait pu être possible. Sauf que bon, c'était peut-être plus cher. Et puis surtout, ça ne répondait pas à l'objectif qui est un objectif de pouvoir aller jusqu'à nos appareils. Voilà. Alors, ce fameux courant que vous voyez schématisé ici, il a un impact parce qu'il rayonne tout autour des câbles. C'est-à-dire que si vous prenez cette étude ici qui avait été faite donc, par Amilcar Mesco, donc dans sa thèse de doctorat, vous voyez deux pièces, c'est à peu près pratiquement la même image. Dans un cas, il y a un truc branché dans une prise, dans l'autre, il n'y a rien. Mais l'idée générale, c'est que vous avez, vous voyez la zone de blanchâtre un petit peu, c'est la zone d'influence du champ
qui est créé par le CPL qui circule dans les câbles donc de la pièce. Ce qui veut dire que vous avez là une influence importante. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de zones dans la pièce où vous êtes éloigné, hors de cette influence. Et donc, vous pouvez vous dire, mais mince, alors, à moins d'avoir un loft, d'être au milieu, le lit au milieu, très loin de tout câble possible. Sinon, de façon générale, on est quand même, évidemment, proche d'un appareil ou d'un câble électrique. Alors, on nous dit le CPL, ce n'est pas un problème, voilà, on l'utilise déjà, on va voir pourquoi, mais en gros, il y a quand même des petits soucis ou des choses qui peuvent nous alerter. Donc, c'est reconnu par l'armée de terre française comme créant potentiellement des interférences, en tout cas sur les machines, donc ils n'ont pas trop étudié sur les êtres humains, mais déjà sur les machines. C'est interdit sur tous les sites de l'OTAN, c'est strictement réglementé dans différents pays, ou c'est parfois interdit donc dans les écoles, dans les hôpitaux par exemple, ou dans les passages de câbles aériens, vous savez, les câbles en façade par exemple. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, on se dit, bon, ben, le CPL, ça peut être peut-être problématique, mais d'un autre côté, si c'est une fois de temps en temps, par exemple, notre relevé, on n'est peut-être pas obligé d'avoir un relevé d'électricité, déjà là, officiellement, c'est une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 mois éventuellement, si on fait le relevé confiance, on n'est peut-être pas obligé d'avoir une relève permanente de nos usages électriques. Si c'est juste pour un relevé, c'est pas la peine. Donc, en fait, on nous a dit, mais très très ponctuel. D'abord, on nous a dit, ça c'était pas très tenable dans le temps comme discours, mais on nous a dit d'abord, le CPL s'arrête au compteur. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça ne rentre pas dans le logement. Alors voilà, par exemple, ça c'était Var Matin, vous voyez, 6 février 2016, voilà, et vous avez donc le directeur d'Enedis, local, qui disait, donc Enedis ex-ERDF, donc le patron de ERDF dans le Var assure encore que le signal ne rentre pas dans la maison. Voilà. Donc, ça, c'était le premier discours pour rassurer les gens. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu des associations qui ont développé des moyens de mesurer, de montrer que ça n'était pas le cas. Après, des personnes avec des oscilloscopes ou autres qui ont facilement montré qu'il y avait des trames régulières dans les logements, y compris les logements non équipés de Linky, mais qui étaient dans les zones où il y avait des Linky qui étaient installés. Et puis, vous aviez des appareils qui ont commencé à poser des problèmes, à avoir des comportements bizarres, des lampes qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules, les télés pareilles, des volets roulants voilà, qui font ce qu'ils veulent, etc. Et puis, finalement, il a été prouvé qu'effectivement, le CPL, il passait à l'intérieur des câbles. Alors, l'association Que Choisir a une position un peu ambiguë par rapport au Linky. Hein. On va voir, par exemple, il participe à des projets de réseau électrique intelligent en association avec Enedis, par exemple, en Bretagne, le projet Solène. Ils ont des projets, on va dire, à l'énergie moins chère ensemble avec l'Empiris et autres qui associent le développement de ceci à la pose de Linky. Donc voilà, ils ont une position ambiguë, mais ils ont sorti là en octobre un rapport intéressant quand même sur 2000 personnes qui leur ont répondu en leur expliquant les problèmes qu'ils avaient depuis qu'on leur avait posé le Linky. Et voilà, donc notamment, il y a ce genre de choses. Alors, une fois que vous avez ça, vous savez qu'on ne peut plus dire que le CPL ne rentre pas dans le logement. Donc, on change de discours, on dit le CPL, il est ponctuel, puis en plus, c'est comme le CPL qu'on utilisait, par exemple, pour les heures pleines et les heures creuses, le signal heure pleine, heure creuse, qu'il est déjà utilisé depuis des années. Ou bien quand vous avez une commande de volet roulant, par exemple, avec un interrupteur. Mais la différence, c'est que ça, c'était des signaux extrêmement ponctuels, extrêmement simples aussi. Vous avez 175 Hz pour le passage heure pleine, heure creuse, à comparer, comme je vous disais, à des choses bien plus élevées, par exemple, pour déjà ne serait-ce que la première génération du CPL. Vous voyez deux fréquences, 63 et 74 kHz, d'accord ? Donc, souvenez-vous, on a du 50 Hz dans nos câbles. Là, on passe à 63 000 et 74 000 Hz, d'accord ? On y a quand même un sacré bond. Et puis, vous avez un CPL qui est encore beaucoup plus mal supporté par les personnes électrosensibles, par exemple. C'est le CPL G3, qui est celui qui est déployé maintenant. Donc, il est possible que ce qui se passe à Montauban actuellement, ce soit ça. C'est donc un CPL qui a une série de 36 fréquences donc c'est allant entre 35 et 90 kHz. Parce que, en fait, plus vous avez de fréquences et plus vous pouvez moduler d'informations. Et donc, dans un projet où l'idée n'est pas que de transmettre les relevés, dans ce cas-là, le G1, entre guillemets, aurait pu suffire,
mais de pouvoir transmettre des informations de millions d'appareils électriques de nos logements, eh bien, il faut augmenter la capacité à moduler cette information et le G3 va le permettre, quelles que soient les conséquences sur notre santé. Voilà. Alors le problème, c'est qu'effectivement, ce discours initial, donc finalement de « bon, il ne passe pas dans le logement, il ne tenait pas », mais le discours suivant, il ne tient pas non plus, parce que l'idée qui a été vendue, entre guillemets, à beaucoup de personnes, y compris à des élus, lors de réunions à huis clos, hein, Enedis, en tout cas dans notre coin, c'est car il ne veut jamais faire de réunion publique où il y a des personnes comme vous ou comme moi qui pourraient poser des questions. Tout se passe, par exemple, au niveau des conseils municipaux, à huis clos. Et si on rencontre la population, ce sont des rendez-vous individuels avec une prise de rendez-vous préalable. D'accord ? Donc, avec à chaque fois une ou deux personnes et on rencontre un ou deux individus, c'est tout. Il n'y a jamais plus de personnes et surtout pas, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction planifiée ou publique. Voilà. Alors, cependant, on a dit aux gens donc que c'était très ponctuel, que c'était que pour les relevés, que c'était la nuit essentiellement et que c'était quelques secondes par jour. Là, le discours varie, quelques secondes par jour, quelques minutes par jour, etc. etc. Le problème, c'est qu'effectivement, ça a été prouvé comme faux par des associations d'abord, puis par le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui a rendu un rapport donc, en janvier 2017, qui a été intégré à la mise à jour du rapport de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dans son rapport de juin 2017, et qui signale qu'effectivement, il y a entre 4 et 10 trames de CPL par minute dans les câbles des bâtiments en zone Linky, que les personnes aient le Linky ou pas, mais qu'effectivement, on va le voir, si on a un Linky, le signal est plus fort que si on n'en a pas. Voilà. Alors, par contre, ils ont montré qu'effectivement, les concentrateurs et les Linky de sa grappe communiquent en permanence et qu'on ne pouvait pas, disons, différencier, à part la force du signal, quelle était l'utilité de chacun de ces signaux, mais on pouvait voir qu'il y avait des grands pics, des petits pics, un peu en permanence. Voilà. Alors, donc le CSTB, voilà un extrait par exemple de ce qu'ils avaient mis. Hein. Donc ça fait entre 5760 et 14 400 trames CPL minimum par jour dans le logement. Voilà. Donc quand on nous a dit c'est ponctuel une fois par jour ou quelques secondes par jour, etc., ça laissait sous-entendre que c'était vraiment très, très peu important et qu'on n'était pas exposé. Or, c'est ça le souci, c'est qu'on a une exposition permanente et en champ proche, c'est-à-dire où on est exposé de près. Voilà. Alors c'est très très différent d'un truc que l'on pourrait subir, si on peut dire, de façon très ponctuelle ou de loin. D'accord ? Et ça fait une très grosse différence d'un point de vue sanitaire. Voilà. Alors, ça c'est un graphique qui est tiré et adapté du rapport du CSTB. Le rapport du CSTB avait fait ce même graphique, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, avec une échelle logarithmique. Alors une échelle logarithmique, ça fait qu'en fait les extrêmes sont tassés. Ça permet d'éviter de montrer des courbes ou des graphiques où on a des choses qui montent très haut. D'accord ? Voilà. Alors ça, c'est le collectif Chartres de Bretagne qui a repris exactement les mêmes chiffres que le CSTB, mais a fait le même graphique sans échelle logarithmique pour montrer de façon beaucoup plus honnête, peut-être, visuelle et claire, pour tout le monde ce que ça donnait. Alors, les différentes mesures, ça c'est différentes pièces, d'accord, du logement. On voit que quand même, quand on est proche du compteur, eh bien, les signaux sont plus forts, et quand on s'éloigne dans la maison, ils ont tendance à être plus faibles. Cependant, pour avoir fait des mesures dans différents logements du côté de Foix, je peux vous dire que, il y a des endroits où on est quand même dans la chambre, on n'est pas à côté du compteur, mais c'est quand même très fort. Voilà. Alors, ils ont remarqué différentes choses. Alors, la première mesure correspond toujours à, en fait, pas de Linky et pas de Linky dans la zone. D'accord ? Donc, on pourrait dire que c'est la valeur de référence. C'est le champ, là c'est le champ magnétique, qui est constaté autour des câbles dans un cas où il n'y a pas de Linky, puis il n'y a pas de CPL autour, il n'y a pas d'autres Linky autour. Le deuxième, c'est on est dans une zone où il y a des Linky installés, mais nous-mêmes, on n'a pas encore de Linky. D'accord ? Alors, le troisième, c'est il y a des Linky et on demande à Enedis de renforcer le nombre des signaux CPL. D'accord ? La force des signaux CPL. La quatrième, on lui demande de renforcer beaucoup.
Et la cinquième, on fait une mesure sans qu'Enedis sache qu'on fait la mesure, en gros. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que généralement, la mesure où Enedis n'est pas prévenu est même parfois plus forte que, ou au moins équivalent à la mesure où ils sont censés augmenter les trames CPL. Voilà. Donc de toute façon, c'est quand même assez fort. Il faut quand même signaler que le CSTB n'a pas fait un grand nombre de mesures et qu'ils n'ont pas mesuré le CPL G3, qui est pourtant celui qui est allègrement déployé actuellement. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que quand on déploie dans une zone Linky, si on n'accepte pas le Linky soi-même, on est moins impacté en moyenne que si on l'accepte. D'accord? Ça nous dit cependant qu'on est quand même affecté. Ça nous dit cependant que quand on n'est pas très loin du compteur, donc de l'arrivée d'électricité dans son logement, tout ce qui est assez proche du compteur est pas mal impacté par rapport à ce qu'il y a plus loin. Et ça nous dit aussi que quand même quand on est dans une zone où on a par exemple un bâtiment avec... Voilà, merci d'éteindre vos portables. Quand on est dans une zone où il y a un bâtiment, par exemple avec, je ne sais pas moi, 20 Linky dans l'immeuble, eh bien, on risque d'être quand même plus exposé potentiellement, parce que tous les Linky à côté répondent au concentrateur. Ou quand on est à côté du concentrateur, on reçoit les signaux plus forts, parce que, évidemment, eh bien, le concentrateur envoie très fort à ce Linky-là, mais en fait, il envoie à tout le monde en même temps. Voilà. Alors pour illustrer ça, voici donc un appareil développé par l'association Nextop qui vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler un courant avec Linky. Donc là, c'était des pics qui étaient particulièrement réguliers et particulièrement forts. C'est en plus chez une personne qui est électrosensible, donc c'était vraiment pas bien pour elle. Et vous voyez qu'effectivement, on devrait se situer à quelque chose de bas et on a des pics voilà, avec une échelle assez forte. Alors c'est là en gros une variabilité brusque de la tension sur les câbles, ce qui veut dire en gros c'est un peu la friture sur la ligne qui est mesurée. Le deuxième, là, est un courant beaucoup plus propre, vous le voyez. Vous avez des petits pics, mais vous avez quelque chose qui est plus propre. Alors c'est un filtre que l'on a réussi à mettre dans son cas à elle, et ça ne marche pas toujours, parce qu'elle avait la chance d'avoir une prise sur le disjoncteur et que dans son tout petit logement, par rapport à sa situation, on a pu mettre quelque chose qui, heureusement, lui a permis du coup de rester chez elle. Parce qu'il y a pas mal de gens qui, malheureusement, je vous l'ai dit, doivent quitter leur logement ou qui ne se sentent pas bien, qu'ils soient électrosensibles avant ou pas. Voilà. Alors visuellement parlant, sur un oscilloscope, ça se traduit par ça. Alors vous auriez une courbe sinusoïdale propre, en 50 Hz, et puis quand vous avez le CPL qui passe, vous voyez, ça fait une grosse friture sur la ligne, et ça donne, voilà, vous voyez le contraste. Voilà. Voilà. Alors, on va parler des normes après. Est-ce qu'il y a une première série de questions sur ce thème-là, déjà, éventuellement? On a un micro sans fil, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet, ou on continue? Il y a, monsieur, oui? Il faut l'allumer. Hein. J'avais une question à propos de la pose des Linky tant que les concentrateurs ne sont pas installés. Est-ce que ça balance déjà du CPL? Alors, normalement, non. Il faut que les concentrateurs soient installés. D'autre part, il y a une sorte de... il y a deux choses là-dessus. Il y a une première chose qui est qu'on a entendu, mais ça peut être changé à n'importe quel moment, qu'ils attendent qu'il y ait 90% d'une grappe qui soit posée en Linky avant d'envoyer le CPL. D'accord ? Je répète, le CPL est donc envoyé par le concentrateur qui se fait, enfin, le transformateur de quartier qui contient le concentrateur et qui fait une sorte de relais ensuite au niveau des différents Linky. Alors après, chaque Linky, surtout en zone rurale, peut agir comme relais du CPL, parce que par exemple, si vous avez un concentrateur à tel endroit et que vous avez une route de campagne et vous avez des fermes un peu ou des maisons un peu isolées, eh bien vous allez avoir par exemple des Linky relais qui ajoute un petit peu, si vous voulez, au CPL pour qu'il aille un peu plus loin. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui veut dire que si vous avez la malchance d'être la maison qui a le Linky relais, eh bien, vous avez encore des choses plus fortes chez vous. Quoi. Voilà. Question subsidiaire. Oui. Le poseur Linky, que j'ai réussi à éloigner, m'a indiqué que si je
concerne mon compteur actuel, il ne fait pas office de filtre, c'est-à-dire que le CPL, je le recevrai de la même façon. Pas tout à fait comme vous pouvez le voir, surtout apparemment si vous avez un compteur électromécanique, il filtre un petit peu, mais c'est vrai que voilà, c'est très ponctuel, quoi. Enfin, c'est pas très très important. Mais par contre, vous n'avez pas un truc qui à domicile relance les choses encore plus fort chez vous. C'est ce que ça fait un petit peu comme différence. Juste, je voulais dire quelque chose en ce qui concerne la stratégie d'Enedis. C'est-à-dire que vous pouvez aussi très simplement avoir une campagne de pause, comme à Montauban, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être posées, mais ils n'ont pas nécessairement de CPL associé. D'accord? Donc Jérôme, ici présent, a les appareils Nextop dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez aller le voir et puis il peut aller mesurer chez vous voilà, gratuitement et autres pour voir si vous êtes pas mal exposé au CPL ou pas. Mais ce qu'il a constaté, c'est qu'il y a pas mal de quartiers, apparemment, au moins quelques-uns, où ça n'est pas encore lancé, même si les Linky ont été posés. Donc soit on est en dessous des 90% de la grappe équipée, soit la stratégie est plutôt de poser, de ne pas lancer le CPL, comme ça ne cause pas de problème, personne ne bouge, personne ne réagit, et puis ça ne crée pas de vague, ça ne fait pas de vague avec la presse, etc. Et puis finalement, si on veut, après, une fois que la majorité des gens l'ont, là on peut envoyer le CPL et les gens ne peuvent plus rien faire. Voilà, il y a aussi cette stratégie-là. Oui, monsieur avait une question. C'était juste proposer l'abréviation CPL, ça veut dire... Courant porteur en ligne. Courant porteur en ligne, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, madame? Oui, moi, je voudrais savoir comment on s'aperçoit qu'on est électromagnétique. Quels sont les symptômes? Électrosensible, oui, d'accord. Ok, alors d'abord, on est tous sensibles. On est tous sensibles, c'est-à-dire qu'on a tous des communications dans nos cellules qui sont des communications, pardon, du coup je ne vois plus, des communications qui sont des communications électriques, des signaux électriques, bien sûr pour les neurones, mais pas que. Nous avons tous des membranes à travers lesquelles des ions, calcium et autres passent. Donc tout champ électrique, par exemple, aura un impact sur ces échanges-là. Donc c'est très important de savoir qu'on est tous sensibles à ça. Par contre, on a tous une certaine tolérance. On est capable de résister. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est normalement, on va dire, en assez bonne santé, assez bien nourri, qui n'a pas beaucoup de gros problèmes de santé de façon générale, eh bien, il va résister pas mal de temps. Après, ça dépend aussi de l'exposition. S'il a la malchance d'avoir une antenne relais qui vient de s'installer sur l'immeuble au-dessus ou en face, ou sur la colline juste en face, ça va être problématique et ça ne durera peut-être pas longtemps. Ou s'il est dans un environnement de travail où le Wi-Fi est développé et où il est déjà là pendant quelques années, généralement, voilà, il va commencer à avoir des symptômes. Voilà. Ou si à la maison, il a le Wi-Fi, qu'il en ait besoin ou pas, et puis des téléphones sans fil DECT, voilà, vous savez, les téléphones maison là, qui irradient en permanence, en fait, sans que peut-être vous le sachiez, vos téléphones sans fil, il vaudrait mieux les remplacer par des filaires si vous pouvez, ou au minimum par des téléphones sans fil économes, qui n'émettent que, donc ils ne vous irradient que quand vous téléphonez, mais qui au moins tout le reste du temps, quand ils sont sur leur base, n'émettent pas. D'accord? Donc ça serait quand même beaucoup, beaucoup mieux. Déjà, renseignez-vous. Si vous voulez, vous venez me voir, je vous donnerai des références, mais vous pouvez en trouver. Il faut que ce soit des super économes et qui n'émettent pas le reste du temps. Voilà. Pour simplifier là-dessus, ensuite je vous donne une liste de symptômes. Vous avez ici un extrait, par exemple, du film Take Back Your Power sur les compteurs communicants. Vous avez le lien sur le tract qui vous a été distribué et je vous le recommande. Il est très intéressant. Il y a des petits... Voilà, oui. Petit bruit. Attendez, pardon, juste je termine là-dessus. Et donc, vous avez le Dr Klinghardt ici, qui, par exemple, dans ce film, c'est un documentaire, hein, d'accord, vous liste, par exemple, une série de marqueurs que l'on trouve dans le sang, en fait, et qui marquent une inflammation, en fait. Ce qui veut dire que quand, là, c'était un test avec des gens exposés à des compteurs à micro-ondes, comme nos compteurs à eau, nos compteurs à gaz, et nos futurs compteurs Linky, quand ils vont être équipés d'un module spécial supplémentaire qui est envisagé de développer, qui s'appelle ERL, émetteur radio Linky, qui est prévu pour dans pas longtemps, quelques années, qui est déjà encastrable dans les Linky actuels. Donc, compteur à micro-ondes, ben voilà, vous aviez des personnes qui, en fait, rapidement, quand on leur posait chez eux, avaient, qu'ils s'en rendent compte ou non, ce genre de marqueur d'inflammation qui marquait que leur corps réagissait, leur corps se sentait attaqué.
Et du coup, si vous voulez, le système immunitaire est en alerte rouge et essaye de lutter contre un ennemi invisible qu'il n'arrivera jamais à battre. Donc il s'y épuise. D'abord, il est mobilisé par ça, ce qui fait qu'il peut plus difficilement s'attaquer à des pathologies existantes qui étaient peut-être jusqu'ici un peu bénignes, mais qui vont prendre des tournures plus sévères, ou des pathologies qui, en fait, étaient sous contrôle et n'apparaissaient pas, des infections bactériennes ou virales qui étaient sous contrôle, mais qui, là, vont pouvoir se développer parce que le système immunitaire est occupé à essayer de répondre à cette attaque par les ondes. Et puis, au bout d'un moment, le système immunitaire, il n'en peut plus, il baisse les bras, et notamment, vous pouvez avoir des développements de foyers cancéreux, parce que vous savez qu'on a tous des cancers, hein, vous, moi, on a tous des cellules cancéreuses, sauf que notre corps, normalement, eh bien, il gère, il lutte. Quand il repère un foyer cancéreux, normalement, il l'élimine avant que ça devienne problématique. Et là, le souci, c'est que ce n'est pas possible, en fait. Quand il se passe ça, eh bien, vous avez le corps qui commence à fatiguer et puis qui laisse faire, qui laisse les cancers se développer, et vous avez de plus en plus de cas qui sont observés. Alors, les signes avant-coureurs, avant qu'on arrive à ça, parce qu'effectivement, il y a en gros deux grands types de réactions, si on schématise, c'est que vous avez les personnes qui deviennent électrosensibles, c'est-à-dire qui réagissent de façon très importante à la présence des ondes et des champs électromagnétiques. C'est un peu comme si vous aviez une bougie, quelqu'un qui du coup devient tellement sensible à la chaleur qu'il ne peut plus s'approcher de la bougie, peut même parfois plus rentrer dans une pièce où il y a une bougie. Par contre, vous avez quelqu'un qui ne va pas sentir en fait que ça lui fait du mal et qui va laisser son doigt dans la flamme jusqu'à ce que ça le brûle et lui cause des dégâts, on va dire, très importants. C'est un peu les deux extrêmes. Donc vous avez les EHS électrosensibles qui sont en fait les personnes qui vont être électro-hypersensibles pour qui en fait leur corps les avertit de façon très importante, des fois tellement importante que leur vie est très compliquée. Ils sentent immédiatement, ils ont des maux de tête, ils ont des insomnies, ils ont des acouphènes, ils ont des vertiges, ils ont des problèmes de concentration, des problèmes donc de mémorisation et des problèmes d'arythmie cardiaque. Donc tout ça, c'est des choses importantes. Et puis, vous avez ensuite les phases d'augmentation de risque, par exemple de sclérose en plaques, associée à des métaux lourds et autres, et puis après de cancer. Donc voilà, souvent c'est cette progression-là. Si vous écoutez vos signes dès le début et que vous réduisez votre exposition, généralement ça peut en rester là. Mais si vous n'écoutez pas et que vous continuez à vous exposer, après c'est difficile de revenir en arrière. C'est un peu comme si vous aviez utilisé votre capital résistance, quoi. Vous avez rempli la coupe jusqu'au bout et puis vous êtes toujours en train de jongler pour pas qu'elle déborde. Mais il est très difficile de la vider complètement. Ah oui, ça fait du bien quand ça s'arrête, oui. ce truc-là. Voilà, donc effectivement, n'oubliez pas ces éléments-là de signes avant-coureurs en ce qui concerne notamment l'aspect maux de tête, insomnie, c'est souvent vraiment les premières choses. Si vous en êtes déjà au stade où vous avez du mal à bien vous exprimer, à vous concentrer sur quelque chose, à mémoriser quelque chose, c'est que déjà il y a un problème un peu neurologique qui commence à arriver. C'est ce que détecte le professeur Bellepomme à Paris, qui reçoit beaucoup de personnes électrosensibles, peut-être vous en avez entendu parler, et qui fait des diagnostics où notamment, il fait une sorte de test d'irrigation du cerveau, d'oxygénation du cerveau, et que la majorité des électrosensibles ont des problèmes d'irrigation de certaines zones du cerveau. On a également vu que quand on exposait des personnes à des micro-ondes, leur corps, en fait, pouvait réagir, leurs globules rouges en particulier, pouvaient réagir. Vous voyez là quelqu'un qui est avant exposition, 3 personnes avant exposition à un compteur communicant, et puis 2 minutes après exposition à un compteur communicant. Vous remarquez que dans la première diapositive, les globules rouges étaient beaux, nets, avec des belles membranes, etc. Et que dans la deuxième, eh bien, ils ont soit éclaté, donc vous avez quelqu'un de beaucoup plus fatigué, qui doit créer beaucoup plus de globules rouges, etc., qui va finir par être assez épuisé. Une personne qui va peut-être dire dans un premier temps, moi ça ne me fait rien, parce qu'elle a des cellules un peu cabossées, mais qui peut-être continuent à fonctionner quand même. Et puis une troisième personne qui va immédiatement avoir des problèmes, parce qu'au bout de 45 secondes, cette personne elle a dû être éloignée de son compteur,
en fait, parce qu'elle a une formation en rouleau de ces globules rouges qui s'agglomèrent et qui ne peuvent plus du tout faire leur boulot de globules rouges et amener l'oxygène, etc. Donc cette personne s'est sentie mal immédiatement, avec des vertiges justement, à ce moment-là. Et là, ce que vous avez, c'est que vous avez en fait beaucoup plus de risques de caillots, d'où aussi une prolifération de problèmes de type AVC, de type maladie cardiovasculaire, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est peut-être aussi la cause, une des causes en tout cas, de ce manque d'oxygénation du cerveau, constaté par le professeur Delpomme chez certaines personnes dites électrosensibles. Parce qu'elles réagissent tout de suite, parce qu'elles ont ce problème-là tout de suite. Voilà. Alors, oui, il y avait la dame qui voulait poser une question, et après monsieur. J'ai répondu, ben, tant mieux, alors c'est parfait. D'émission, quelle est, je veux dire, la distance sur laquelle on peut ne pas être inquiété par rapport au compteur et à ses voisins? Ah, c'est pas facile, parce que plus on est près du compteur, plus on est exposé. Oui. Alors, donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sera plus exposé si on est... Alors, le souci, c'est aussi que là, ils ont mesuré avec le CPL G1. Voilà, je vous laisse éteindre le... Oui, parce qu'effectivement, ça fait des interférences. Le CPL G1, c'est ce qui a été mesuré par le CSTB. C'est un CPL qui s'atténue rapidement, c'est-à-dire qui s'atténue en 300 mètres à peu près. C'est pour ça que vous devez avoir des répéteurs réguliers pour relancer le signal. Le CPL G3, c'est au moins une portée de 2 km. D'accord? Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Ce qui veut dire qu'effectivement, à moins d'habiter dans un coin assez reculé, d'ailleurs, ils sont en train de tester dans les Alpes la récupération des relevés Linky par satellite. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la puissance d'émission que ça doit représenter. Bon, il doit y avoir des relais intermédiaires quand même, mais voilà. Donc, dans les zones rurales et plus difficilement accessibles, il ne sera pas intéressant pour eux de mettre des relais CPL pour relancer, pour une ferme isolée, loin, etc. Ils voudront privilégier plutôt l'émission de micro-ondes. Voilà. Ce qui n'est pas mieux, comme vous pouvez le constater, vous voyez un peu là-dessus ce qui se passe. Oui ? Alors, par exemple, en Bretagne, oui, les compteurs à eau, hein, c'est ça votre question, est-ce que c'est déjà installé ou pas, hein? Si, moi je vais vous dire pourquoi. Je suis dans un immeuble où on avait des compteurs à eau qui étaient neufs en 2010, on est rentré fin 2010, et Veolia a changé il y a 2 ans tous les compteurs. Oui. Donc en nous disant qu'ils pouvaient plus, qu'ils n'étaient pas adaptés pour les relever. Voilà, ben c'est ça, ils vous ont posé des compteurs à eau communicants. Ça veut dire que quand on aura le compteur à eau plus le Linky, on est blindé. Ben, vous êtes déjà un peu blindé, dans les collectifs en particulier, parce qu'en gros, chaque compteur signale quelque chose. Malheureusement, en face de chez moi, on a rénové une grange et ils ont posé un compteur à eau communicant. Avant qu'ils referment la plaque, j'ai été mesurée et tout de suite, j'ai vu, c'était toutes les 8 secondes. D'accord, l'émission. Donc, toutes les 8 secondes, on n'a pas besoin d'un relevé d'eau toutes les 8 secondes. Il y a un autre, on va dire, but ultérieur derrière. Effectivement, ça veut dire que si dans un collectif, un grand immeuble par exemple, vous avez toutes les 8 secondes un des compteurs qui répond, tout le monde est exposé un peu en permanence à une sorte de brouillard électromagnétique permanent. Voilà. Ceux du rez-de-chaussée, on est sûrement plus impactés que ceux du 4e. Ah si tous les compteurs à eau sont à côté de chez vous, oui, certainement. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Alors il faut savoir aussi, je répète, que les compteurs Gaspard émettent également au compteur et que les compteurs Linky, il est prévu, et en particulier en commençant par les HLM, de les équiper du fameux boîtier ERL dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fait est un boîtier qui sera prévu pour communiquer avec vos appareils en fait. Pour résumer, je fais ma présentation complètement dans le désordre, mais bon, c'est au fur et à mesure des questions, c'est pas grave, j'espère que vous suivez. Voilà. Le principe général, vous voyez, c'est que sur les Linky, on peut encastrer un module supplémentaire, et que ce module supplémentaire, ERL, émetteur radio Linky, il est destiné à pouvoir communiquer par micro-ondes, donc avec différentes choses de notre logement, notamment des appareils connectés, des radiateurs connectés, par exemple aussi, et une sorte de boîtier
de boîtier, on peut dire mobile, qui va vous indiquer par exemple qu'à l'instant T, vous êtes en train de consommer tant, par exemple. Vous avez, je ne sais pas moi, votre toaster, vous êtes en train de vous faire un toast et votre toast est en train de vous coûter 2 centimes d'euros, par exemple. Voilà. Ça, c'est censé vous aider à faire des économies. Ce que je rappelle, hein, c'était l'objectif à la base, soi-disant. Hein. Ça, plus les énergies renouvelables, on va y revenir parce qu'il y a quand même pas mal de choses autour de ça. Donc, en gros, est-ce que le fait d'avoir, en échange d'une irradiation importante chez vous, un petit boîtier qui vous dit à l'instant T, tel appareil est en train de vous coûter tant, ça va changer vos habitudes? Je ne suis pas sûre. Voilà. D'autant moins qu'en fait, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'actuellement, l'électricité, vous la payez le même prix que vous chauffiez ou fassiez votre repas à 7 h le soir ou à 3 h de l'après-midi. Mais pour le fournisseur et le distributeur, ça ne leur coûte pas la même chose de vous fournir l'électricité à telle ou telle heure, on peut dire. C'est-à-dire que quand il y a des gros pics de consommation en hiver, par exemple le soir, eh bien, s'ils atteignent les limites de leur production, c'est le cas par exemple l'hiver, et en particulier c'est l'année dernière, où il y a eu beaucoup de centrales arrêtées pour cause de maintenance, parce qu'il aurait fallu peut-être anticiper avant l'hiver. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que vous avez malheureusement, quand il y a une pénurie, eh bien, il faut qu'ils achètent à l'étranger, par exemple, ou qu'ils utilisent des centrales à charbon ou autres. Mais donc, quand ils achètent à l'étranger, ça leur coûte beaucoup plus cher aussi. Donc, ils voudraient vous inciter à ne pas consommer au moment où, théoriquement, c'est là où, naturellement, vous seriez porté à consommer, c'est-à-dire le soir, en hiver, quand vous avez besoin de vous chauffer et de faire à manger, en résumé. Donc, ils voudraient reporter sur les gens, nous, le poids de ce qu'eux doivent payer pour la fourniture. Alors, c'est caché derrière des idées d'incitation à ci ou d'incitation à ça, mais en fait, c'est nous faire lisser les pics de consommation pour que, eh bien, ils puissent, eux, limiter leurs coûts. Voilà. Donc, les coûts fameux, on dit le relevé, on ne paye plus le releveur. Alors, déjà, lui, il perd son boulot, hein, c'est déjà quand même pas négligeable. Mais par ailleurs, les gains, ils sont aussi, entre autres, liés à ça. D'accord ? Alors, ce faisant, on fait ça comment? On fait ça en incitant les gens à consommer moins parce que ça leur coûtera cher à ce moment-là. D'accord? Donc là, pour le coup, ce n'est pas trop à notre avantage. Hein, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi? On peut aussi couper le robinet, en gros, fermer le robinet nous-mêmes. Donc là, il y a différents projets qui sont à l'étude. D'accord? Alors, si on prend ce fameux ERL, là, l'émetteur Radio Linky, on peut faire différentes choses. On peut en fait faire que le tarif du moment et à venir, si on peut dire, soit lu par le compteur Linky, et puis que via cette ERL, il envoie des signaux à nos appareils connectés. D'accord ? Ça veut dire qu'effectivement, votre radiateur qui est censé s'allumer quand vous avez froid, eh bien, il s'allumera quand en fait personne d'autre ne tire sur le réseau, voilà, et que ça leur coûte pas cher de vous chauffer, voilà. Parce que sinon, sinon ça veut dire que oui, vous pourrez vous chauffer, mais vous aurez sans doute une facture plus salée, quoi, hein, voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors, je cherche quelque chose qui s'appelle également les smart grids, les projets Solène, projets SoGrid et tout ça. Je vais vous le retrouver. Alors, il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, en France, il y a au moins 17 projets de réseaux électriques intelligents, soi-disant, c'est-à-dire de réseaux électriques où tout est intégré. C'est-à-dire que, normalement, vos appareils électriques sont aussi commandables, par exemple, par le CPL. C'est-à-dire, quand je vous disais que le CPL, il est censé également traverser votre compteur pour arriver jusqu'à vos appareils, eh bien, c'est le cas. Par exemple, à Toulouse, pas très loin, hein, vous avez le projet SoGrid. Alors, le projet SoGrid nous propose notamment la possibilité d'effacer effacer l'effacement, c'est un joli terme, ça existe déjà, mais quand même, c'est pour, en gros, couper à distance vos appareils. Alors, voilà, on nous explique hein, que c'est, avec l'accord du client quand même, hein, c'est arrêter et différer l'utilisation d'un appareil électrique lors d'un pic de consommation. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en gros, voilà, à l'heure où vous avez envie de vous chauffer, ou vous avez envie de faire ci ou ça, bon, eh ben, vous ne pourrez pas.
Alors évidemment, on peut faire appel au civisme. Déjà, on n'est pas obligé de lancer sa machine à laver pile à 7 h du soir l'hiver, au moment où il y a une difficulté, etc. Mais cependant, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est un peu caché. On nous présente comme étant un avantage, mais finalement, on voit qu'il y a tout ça derrière. Et vous ne vous en rendez compte que si vous allez traîner un petit peu sur les sites, on va dire, disons, dédiés à tout ce qui est start-up dans ce domaine, etc. Et voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de fonds publics ainsi que privés, mais publics également, qui sont détournés pour encourager ce genre de choses. Et puis, que ça va utiliser le CPL. Dans le cas de Sogwill, c'est avec le CPL. Donc, si vous voulez, il prévoit un plan A et un plan B. C'est-à-dire que vous avez deux possibilités.